Amis des composants de légende, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un composant de légende particulier, dont rien que l'évocation du nom, je pense, va en rappeler certains souvenirs à certains. Il s'agit de la DL470. Voici ce composant, qui se présente sous la forme d'un composant à 3 broches, et comme ça, vert, sur lequel on peut lire une durée à 470 nanosecondes et une impédance de 1150 ohms. Donc déjà, ce que je vous propose de faire, c'est de rappeler rapidement ce que c'est qu'une ligne retard et quelle est sa fonction. Et derrière, de voir plus précisément pourquoi cette ligne retard en particulier est un composant de légende. Alors, pour ça, nous allons prendre notre petite ardoise magique et nous allons faire un petit peu de théorie, hein, très peu de théorie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne à retard électronique, hein? C'est un composant, généralement, voilà, on peut le voir sous forme de ce qu'on appelle un quadripôle, et qui a comme caractéristique de reproduire à la sortie toute variation de signal qui se produit à l'entrée, mais avec un retard. Donc, si ici, par exemple, on a un signal comme ça, on retrouvera en sortie le même signal avec généralement la même forme, mais avec un délai dans le temps. Si ici on trace là l'axe du temps, si en entrée, voilà, à l'instant t0, je mets un signal, par exemple une impulsion, elle apparaîtra en sortie, voilà, avec un retard, ce retard étant caractéristique de la ligne retard, celle que nous intéresse ici un retard de 470 nanosecondes, donc c'est comme ça. Alors on peut aussi noter que le signal de sortie, il est forcément, malheureusement, toujours un petit peu atténué, dans la mesure où, au niveau des lignes à retard, il y a toujours un petit peu de perte, ce qui fait que, si on veut retrouver le signal sorti retardé exactement au même niveau qu'à l'entrée, généralement il faut le réamplifier. Donc voilà en gros ce que c'est qu'une ligne à retard, de façon théorique. Alors il y a plusieurs façons de faire ça. Généralement on les modélise, hein, même les lignes à retard, hein, je vous en ai déjà un peu parlé, sous forme en fait d'une infinité de réseaux comme ça LC, voilà, qui sont mis comme ça en série, et qui ont cette propriété, un petit peu sous forme de vase communicant. Self ici s'oppose un peu au retard courant, finalement après elle le libère dans ce condensateur là, qui va aussi le mémoriser, et voilà, ça va aller comme ça, je veux dire, se déplacer sur cette infinité de systèmes. Alors comment on peut faire des lignes à retard? Une des façons les plus simples, je vous ai déjà montré ça, c'était d'utiliser tout simplement un câble coaxial. Et je vous avais montré ce petit tiroir qui permettait, par exemple, justement, en mettant plus ou moins en série des câbles coaxiaux, d'avoir différents retards. Après, il y a une autre technologie, et c'est celle qui est utilisée par la fameuse DL470, qui s'appelle les lignes à capacité répartie. Bon, l'idée, en gros, c'est d'avoir une sorte je vous dis très rapidement, hein, c'est une sorte de bâton, comme ça, sur lequel on a une métallisation, et sur lequel on vient enrouler, comme ça, des spires, sachant que chaque point de la spire ici, par rapport, et qui est isolé, mais assez proche de cette métallisation, ça fait comme s'il y avait un condensateur. Donc on appelle ça capacité répartie, parce qu'en fait, il n'y a pas réellement... Enfin voilà, il y a une affinité quelque part de condensateurs, c'est la capacité qui se fait entre le fil et ce bâtonnet. D'ailleurs, on voit bien qu'une DL470, là on peut voir que la connexion toute seule, c'est la masse, qui est relié sur les bâtonnets en dessous, là qu'on voit pas, mais qui servent de support. Et là, on a ici le fil qui est enroulé. En fait, il y en a deux en série. Le fil qui est enroulé comme ça, et qui fait donc ce système. Alors ça permet d'avoir des lignes à retard qui sont quand même compactes, parce que si on voulait faire une ligne à retard de 470 nanosecondes et du coaxial, elle serait quand même, à mon avis, plus grosse que ça. Donc ça permet d'avoir des lignes relativement compactes, mais enfin, voilà, il y a quand même une limite, généralement, voilà, on ne va pas aller dans des gros retards avec ça. Après, il y a d'autres systèmes, comme par exemple ces lignes, là, que voilà, les fans de télévision reconnaîtront ça, c'était très utilisé dans les systèmes PAL-SECAM, machin. Alors ça, par contre, c'est une autre technologie. Je ferai peut-être un jour une vidéo plus là-dessus, mais enfin voilà, à l'intérieur, là, il y a une sorte de cristal piezo, c'est un peu comme une sorte de quartz, si on veut, et qui, de façon électromécanique, et en exploitant l'effet piézoélectrique, là, avec ça, on peut avoir des retards encore un peu plus importants. Enfin, donc, voilà.
Après, il y en a d'autres encore, par exemple, là, on retrouve sous cette forme-là des lignes Artar qui étaient très utilisées dans les circuits TTL. J'ai beaucoup utilisé ça dans le temps, par exemple, pour faire les délais de rafraîchissement des mémoires dynamiques, par exemple, le fameux CAS et RAS, là, ces deux signaux-là. Donc ça, en fait, à l'intérieur, c'est des mini-ferrites, généralement. C'est pour ça que c'est un peu plus épais qu'un circuit traditionnel. Et alors, selon les modèles, il y en a c'est passif, il y en a dedans, il y a l'électronique qui va bien pour faire des trucs de TTL. Enfin, voilà, il y a différents systèmes. Là, voilà, je vous en montre encore une autre. Voilà, où on peut voir, là, quasiment, ça ressemble vraiment à un câble coaxial. Donc celle-là, je pense que c'est aussi une capacité répartie. Enfin donc voilà ce qu'est une ligne Artar. Donc c'est très simple à utiliser, tiens, on peut faire une petite démo vite fait. Alors comment on fait pour tester ça? C'est très simple. On a vu sur la ligne Artar qu'il y avait dessus une impédance de marqué, hein, de 1150 ohms. Et un petit peu, c'est un peu, enfin, ouais, je vais pas vous faire la vidéo que j'ai fait, mais c'est un peu comme les câbles coaxiaux. Il est très important de respecter ces impédances-là si on va avoir des trucs bien matchés, sans ringing, sans voilà, propre. Voilà, j'ai fait un montage très rapide où j'ai mis une résistance. Alors j'ai pas la bonne résistance, hein. J'ai fait ça un peu vite fait comme un goré. Enfin là, j'ai pris des résistances de 1,2K, j'en ai mis une en série. Donc il va en plus se mettre en série avec les 50 ohms de mon générateur. Donc il arrive bien ici sur l'entrée de la ligne Artar. Là c'est la masse. Et derrière j'ai chargé la sortie par une impédance donc de 1,2 aussi, hein, qui n'est pas l'impédance exactement bonne. Et j'ai mis ici une sonde. Donc j'ai une sonde à l'entrée, une sonde à la sortie. Donc là si on regarde comme ça avec l'oscilloscope, bah, on voit ici mon impulsion d'entrée, on voit ici mon impulsion de sortie. Bon, encore une fois, comme j'ai fait ça un peu façon gorité, là j'ai un peu ces ringings. Mais voilà, si on met ici les deux curseurs et on regarde le temps, eh ben, on voit qu'il y a bien un retard de 470 nanosecondes entre les deux. Donc on voit bien ici cette fonction. Alors ça ne marche pas qu'avec des impulsions. Voilà, on voit par exemple que sur un signal, voilà, bon j'ai pris un signal dit cardiaque là, enfin, voilà, quel que soit le signal, en gros, on va bien le retrouver ici décalé en sortie. Donc si en plus les impédances sont bien matchées et tout, généralement, à part que le signal est atténué, on a quelque chose d'assez propre, mais voilà, donc avec ce décalage temporel. Alors maintenant, vous allez me dire, bon bah ok, on a compris ce que c'était qu'une ligne Artar, mais pourquoi celle-là est un composant de légende? Alors pour bien comprendre ça, eh ben, on va être obligé de faire encore une petite digression. En 1984, il est arrivé quelque chose d'assez nouveau dans le PAF, hein, le paysage audiovisuel français, à savoir l'arrivée de la première chaîne payante qui est arrivée sur le marché, donc qui était disponible, à savoir Canal+. Et à l'époque, ça a été quand même une petite révolution, dans la mesure où jusqu'à cette date, voilà, il y avait eu la 1, la 2, la 3, enfin voilà, un certain nombre de chaînes, mais je veux dire, voilà, qui étaient accessibles gratuitement. Donc Canal+, chaîne payante, ils ont très vite été confrontés à un problème, à savoir, bah voilà, si c'est payant, comment on s'assure que les gens payent? Alors on pourrait se baser sur la confiance, hein, dans un monde, je veux dire, parfait, on pourrait dire que les gens sont honnêtes, et seuls ceux qui ont payé regardent, mais bon, ça, je pense que, voilà, ça c'est que dans les rêves, et dans la réalité, c'est évident que, bah, je veux dire, si on pouvait regarder gratuitement, bah, les gens regarderaient gratuitement, et puis voilà, enfin, je veux dire, je pense qu'il y aurait très peu de gens qui payent. Et donc, Canal+ a été obligé de trouver un moyen pour vérifier que les gens payent bien. En même temps, il fallait quand même que ça soit le plus possible compatible avec le réseau existant et tout ça, parce que bah, on comprend bien que voilà, s'ils avaient dû refaire un réseau d'émetteurs, de machin et tout, ça coûterait très cher. En même temps, s'il fallait des télés spéciales, des trucs comme ça aussi très cher, et ainsi de suite. Ils ont donc cherché un moyen de s'assurer que les gens payent, et l'idée, en gros, qui est tout de suite, je veux dire, venue, c'est de crypter le signal, de façon que seuls les gens ayant un décodeur et éventuellement un code ou quelque chose puissent le regarder. Donc on est en 1984, pour l'instant il y a quand même beaucoup, enfin toute la télé est analogique et ainsi de suite, hein, c'est pas du tout digital. Alors si je me rappelle bien, ce qu'ils ont trouvé comme moyen, c'est pour le son, ils ont fait quelque chose d'assez simple, en fait ils ont fait l'équivalent de la BLU. Donc en gros ils ont modulé le son avec une porteuse, puis ils ont après supprimé cette porteuse, et voilà, c'est cette BLU, et la BLU c'est vrai que c'est inaudible,
hein, ça fait cette espèce de couinement de souris là, enfin voilà, c'est vraiment pas facile à entendre, et derrière, il suffisait de recréer la porteuse pour pouvoir décoder le son. Donc ça rendait quand même les choses complètement inaudibles quand on n'avait pas le décodeur, et c'était voilà, relativement facile à décoder, enfin voilà, technologiquement. Pour l'image, l'image ça a été un petit peu plus compliqué. Alors pour bien pouvoir comprendre comment fonctionnait ce premier codage de Canal+, l'appareil, alors c'est pas du tout le but de ma vidéo d'expliquer en détail ce que c'est qu'un signal vidéo, donc je vais faire une explication qui va être très schématique et très simplifiée, hein, donc voilà, venez pas me dire que j'ai pas parlé des trames paires, impaires, des bursts, des machins et tout ça. L'idée vraiment c'est de comprendre le principe de base d'un signal vidéo, de façon après à comprendre comment ça a été codé par cette première version de Canal+. L'idée, hein, c'est de prendre le même système que le cinéma, hein, en gros c'est le fameux 24 images par seconde. L'idée c'est de prendre des images très rapidement, hein, donc voilà, 24 fois par seconde, et de les rediffuser ensuite aussi rapidement, ce qui fait que même si ce n'est que des plans fixes qui se succèdent, du fait que le cerveau met un certain temps à acquérir, on va dire, l'image, et d'un autre phénomène qui s'appelle la persistance rétinienne, qui fait que voilà, les yeux, ils réagissent pas instantanément, on a derrière cette impression d'avoir quelque chose de continu, alors que c'est bien fait d'une succession d'images. Donc ça, c'est la première chose, mais derrière, ça suffit pas. Parce qu'on comprend bien que pour une télévision, à l'époque c'était des télévisions cathodiques, voilà, quand on dit envoyer une image, voilà, on peut pas envoyer comme ça une image. Alors, comment ça marche un système vidéo? Eh ben, le principe, on va voir, il est assez simple, hein. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne. On a ici l'écran de la télévision, voilà, donc en gros qui est balayé, voilà, enfin c'est comme un écran d'oscilloscope, hein, il y a un spot, et ici on a le signal. Donc là, l'idée, c'est que chaque image commence par un signal spécifique qu'on appelle la synchronisation de trame. En gros, ce signal, c'est le début de l'image. Qu'est-ce que comprend le téléviseur quand il fait ça? Il dit revenir ici, mettre le spot au début de l'écran. Ensuite, on va avoir des synchros beaucoup plus petites, là, voilà, qu'on appelle des synchro-lignes, qui disent début de la ligne. Et ces lignes, en gros, elles ont une durée qui est déterminée par le standard. À savoir, par exemple, je crois que c'est 64 microsecondes ou un truc comme ça. Donc ici, le spot, il démarre, il part comme ça. Et là, on va moduler l'intensité du spot par rapport à la ligne. C'est-à-dire que là, voilà, si par exemple, j'envoie de la modulation comme ça, j'aurai par exemple ça. Voilà. C'est-à-dire que selon l'intensité ici de la modulation, le spot est plus ou moins brillant. Quand on arrive à la fin de la ligne, on démarre une autre ligne, donc on envoie une autre synchro-ligne, et on envoie le truc. Et ainsi de suite. Donc une image est faite comme ça d'un certain nombre de lignes, je ne vais pas rentrer dans le détail, et donc on comprend bien que l'image, par exemple, là, elle va faire ça, et puis elle va faire ça, et puis elle va faire ça, et puis, enfin ainsi de suite, ce qui fait que la succession des lignes, par exemple, vont faire une image. Donc une fois que toutes les lignes sont faites, on démarre pour l'image suivante, et ainsi de suite. Donc en gros, on va dire, c'est comme le cinéma, mais voilà, chaque image, en fait, est faite d'une succession de lignes qui sont modulées comme ça. Donc voilà le principe, on va dire, d'un signal vidéo. Alors je ne parle pas ici de la couleur, hein, parce que là c'est l'intensité, mais voilà, dans la télécouleur, il y a des infos dites chromatiques qui rajoutent les trois couleurs de base, rouge, vert, bleu, et qui, par combinaison additive, permettent d'avoir toutes les couleurs. Mais enfin, dans le principe du codage de Canal+, on peut oublier cette notion de couleur, elle ne joue pas. Donc, voilà le principe d'un signal vidéo. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme idée? L'idée, c'était de se dire, sur ces lignes, il y en a certaines qu'on va retarder. Alors, pour bien comprendre, imaginons un signal de base qui était, voilà, mon image, par exemple, c'était une ligne comme ça. Donc là, c'est l'image en clair. On voit que cette ligne, elle est faite, cette ligne à l'écran, verticale, comme ça, en fait, elle est faite de toutes les lignes ici horizontales, qui de temps en temps, ici, voilà, une modulation, une petite impulsion, qui fait que, ligne par ligne, comme ça, on va créer cette ligne. Si la première ligne, je l'envoie normalement, donc sur mon image ici cryptée, voilà, la première ligne, elle démarre, paf, elle me fait un point ici. La deuxième ligne, elle me démarre, paf, elle me fait un point ici. Mais là, l'idée, c'est de dire que, selon un code, de temps en temps, je vais décaler la ligne. C'est-à-dire, la troisième ligne, elle démarre, et pof, par exemple, elle me fait un point ici. Celle d'après, pof, elle me fait un point ici. Et puis celle d'après, elle revient ici. Et ainsi de suite.
Donc là, vous comprenez bien que ma ligne, au lieu d'être belle, ma ligne verticale comme ça, à la fin, je vais avoir, je sais pas, quelque chose qui pourrait ressembler à ça, voilà, avec des points et ainsi de suite. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'était de dire qu'on décalait certaines lignes selon un code, et tous les mois, il fallait rentrer un code, et c'est ce code qui déterminait l'ordre des lignes, qui était le décalage en fait de ces lignes dans le temps. Et c'est ça qui faisait ce cryptage. Quand c'était crypté, au lieu de voir une image, on voyait bien que l'image bougeait un petit peu, mais comme les lignes étaient décalées, c'était absolument impossible à voir. Donc voilà le principe du cryptage. Donc un décodeur Canal+, à cette époque-là, c'était quoi? C'était un système qui refaisait la porteuse pour avoir le son, donc ça, on a vu que le son, c'était assez simple, et derrière, en fonction du code qui était rentré, redécaler les lignes pour les remettre droit. Donc comment on fait pour décaler? En gros, c'est simple. Imaginons que mon code, là, c'était ces deux lignes-là étaient normales, celle-là et celle-là sont décodées, celle-là est normale et celle-là est décalée. L'idée, c'est quoi? C'est que on va dire que devant le signal vidéo, on va mettre un interrupteur, comme ça, un inverseur, quelque part, qui dit, est-ce que je passe dans la ligne à retard, ou est-ce que je passe en direct? Voilà. Donc l'idée, c'est de dire, par exemple, cette première ligne-là, quand elle n'est pas décalée, en fait, on la fait passer dans la ligne à retard. Ça veut dire qu'on voit bien que dans l'image à l'autre bout, elle arrive ici décalée par rapport au début. La deuxième, pareil, elle est pas décalée, je la fais passer dans la ligne à retard. Celle-là, par contre, elle est déjà décalée, donc je commute ici mon signal, et donc elle arrive bien ici décalée. Celle-là, la deuxième, pareil. Celle-là, elle est normale, donc hop, je recommute sur ma ligne à retard. Et la dernière, pareil. Et là, on voit que, à nouveau, tout le monde est décalé, on va dire, de la ligne à retard, mais on s'en fout. Je veux dire, c'est un décalage. Si tout le monde est décalé, tout le monde est au même niveau. Et là, on voit que maintenant, mes lignes qui ici n'étaient pas alignées, ici, elles sont alignées. Donc voilà, l'idée, c'était qu'il y avait ce multiplexeur ici, ce switch, qui permettait donc de commuter les retards, et pour le remettre bien, sachant que bien sûr, ce qui déterminait quelle ligne devait être décalé ou pas, c'était le fameux code qu'il fallait rentrer. Donc voilà le rôle ici de ces lignes à retard. Bon, j'ai vraiment simplifié, mais ça permet de bien comprendre le principe. Et voilà, maintenant vous comprenez pourquoi, pour décoder un signal vidéo tel qu'il était crypté lors du lancement comme ça de Canal+, avoir une ligne à retard, voilà, est un composant essentiel. Bon, en fait, c'était un peu plus complexe que ça. Des lignes à retard, il y en avait 3, il y en avait 4. Enfin, voilà. Enfin, en gros, le principe général, c'était ça. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au début, Canal est sorti, ils ont fait de la pub, machin, vous vous abonnez. Vous pouvez, alors, je crois qu'il fallait le louer ou acheter un décodeur. Enfin, je crois que c'était une location. Et puis, tous les mois, les gens entraient leur code, et ainsi de suite. Mais bien sûr, très vite, des électroniciens ont été regarder un petit peu comment ça fonctionnait. Et ce qui devait arriver arriva, et il y en a des petits malins qui ont réussi déjà à faire un décodeur, en bricolant, un décodeur pirate qui permettait donc, sans bien sûr payer, décoder le signal. Il y a même eu une publication, à l'époque ça avait fait beaucoup de bruit, parce que le journal Radioplan a sorti le schéma d'un décodeur, donc qui permettait ce décodage. Alors en plus c'était un schéma qui était assez complexe, c'était un peu usine à gaz. Je crois me rappeler, j'en suis pas sûr, mais ça avait été à la base fait par des ingénieurs de chez Dassault Électronique. Enfin, voilà, mais déjà, je sais que ça avait fait à l'époque beaucoup de bruit, la sortie de ce schéma, parce que déjà il y avait même une bataille juridique, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit. Enfin voilà, donc très très vite, a commencé à circuler, alors, pas tellement sur Internet, parce que Internet ça n'existait pas vraiment, enfin voilà, a commencé à circuler un peu à droite à gauche des schémas de décodeurs pirates qui avaient utilisé différentes technologies, certains avec des microprocesseurs, il y en a eu avec des 6802, et bien sûr, très très vite, il y en a plein qui se sont amusés à fabriquer des décodeurs. Alors ça allait de l'amateur, qui en faisait un pour lui, pour son propre usage, jusqu'à certains qui, à la limite, on avait fait quasiment une véritable industrie. J'en ai connu, ils faisaient par paquet de 50, quoi. C'était assez incroyable. Sachant que, et c'était pas forcément des électroniciens. En fait, le truc, il était facile à faire. On se procurait le circuit imprimé, on soudait les composants, si on se démerdait bien, c'était relativement facile à faire fonctionner, et en même temps, c'était marrant, bien sûr, c'était interdit de faire ça, mais on trouvait des lots de composants pour faire ça. Je me rappelle, par exemple, dans les pubs du haut-parleur, les revendeurs faisaient, alors ça s'appelait par exemple le lot du connaisseur, et ce
ce lot du connaisseur, bien sûr, comme par hasard, voilà, il y avait tous les composants qui allaient bien pour faire ça. Donc moi, je suis ni juge ni flic, hein, je ne vais pas porter de jugement moral sur le fait est-ce que c'est bien ou pas bien de faire ça. Voilà, moi je veux dire, je vois ça un peu sous l'angle de la technique et un petit peu de l'histoire, mais enfin voilà, il y a eu énormément de décodeurs pirates comme ça. Alors, de temps en temps, ils en chopaient un, pour faire un exemple. Il était condamné à payer des dommages et intérêts assez importants à Canal+. Et souvent, justement, dans les revues d'électronique, ils étaient aussi condamnés à publier le résultat des jugements en voulant un peu servir d'exemple. Vous voyez, voilà, Monsieur Tartampion a été condamné à 100 000 euros d'amende pour avoir fabriqué et vendu des décodeurs pirates. Enfin voilà, quand même, il y en a eu énormément, et voilà, c'est grâce à ça que on pouvait s'apercevoir que le samedi soir sur Canal, et contrairement aux apparences, ce n'était pas Fidel Castro qui mangeait une banane sur l'écran. Enfin voilà, il y avait même des trucs marrants, parce qu'il y a des gens qui avaient des histoires, ils disaient qu'il fallait regarder à travers une passoire, ou une fourchette, ou en faisant comme ça, on arrivait à voir. Enfin, il y avait un petit peu de truc. Enfin, toujours est-il que ce truc-là a été énormément piraté, ce qui fait qu'au bout d'un moment, Canal, ils ont changé. Alors, petit à petit, à partir de 95, je crois, ils sont basés sur un autre système de codage, qui était basé sur quelque chose qui a été développé par Nagravision, qui était déjà un petit peu plus complexe, mais qui, lui aussi, a été assez vite piraté. Voilà, si je me rappelle bien, c'était des kits, il y avait des Mac 130 dedans, il y avait des convertisseurs digitaux analogiques rapides. Là, c'est pareil. En fait, la plupart des gens qui montaient ces kits, souvent, à la limite, ils connaissaient rien en électronique. Enfin voilà, ils montaient le truc. Ils n'avaient pas besoin de savoir comment ça marche. Après ça, il a commencé à avoir l'arrivée du satellite, du machin. Et là, il y a encore eu du piratage. Ça rappellera sans doute, voilà, aussi bien des souvenirs à certains. C'était une carte qui simulait en fait une carte à puce qu'on mettait dans un décodeur. Là, si je me rappelle bien, il y avait une EPROM, il y avait un microcontrôleur PIC, et avec ça, pareil, on pouvait décoder. Mais c'est pareil, après, pour lutter contre ça, ils balançaient plein de faux codes sur Internet, ce qui fait que à chaque fois, il fallait les reprogrammer, c'était galère et tout. Bon, puis après, de toute façon, est arrivé le numérique, qui là a permis des algorithmes beaucoup plus complexes, et qui fait que maintenant, je ne dis pas que non, il n'y a pas de piratage, mais enfin voilà, on rentre plus dans le côté hack informatique que hardware. Enfin donc voilà pour ce petit souvenir. Alors maintenant on comprend que cette DL470, hein, cette Lingerta, pour moi c'est un composant de légende, parce qu'il y a énormément de gens qui en ont donc utilisé. À l'origine, elle n'était pas du tout faite pour ce décodage Canal+. Je crois même que le ton n'est pas exactement le même, je crois. Enfin, je dis tout ça un petit peu de mémoire, mais c'était fait, en fait, ça pourrait être utilisé dans les téléviseurs, ou enfin pour des décodeurs, PAL, SECAM, machin. C'était pas réellement fait pour ça, mais je suis quasiment sûr qu'ils ont dû sans doute en produire, parce qu'il devait y avoir une demande assez phénoménale. Enfin, je pense qu'il y a eu des milliers de décodeurs pirates faits à cette époque-là. D'ailleurs, je sais que celui qui était fait sur le microprocesseur Motorola 6705 P3S, qui était une version basée sur la famille 6800, présentée comme une EPROM, hein, voilà, un truc comme ça, et qu'on pouvait effacer avec les UV et programmer. Et là, je crois me rappeler que Motorola, ils avaient relancé carrément tout un badge de fabrication suite à la demande sur ce truc-là. C'est phénoménal. Donc voilà pourquoi, pour moi, cette DL470 mérite largement ce titre de composant de légende. Tiens, Pincette, ça va, Pincette? Tu voudrais justement me demander un truc en parlant de hack. Ah oui, c'est quoi? Est-ce que j'ai un moyen pour avoir gratuitement accès au site supercraquette.com? Bah, Pincette, d'habitude c'est plutôt les mecs qui vont voir ce genre de truc. C'est pas pour toi, c'est pour donner des idées à Maurice. Enfin bon, à la limite que ça soit pour toi ou pour lui, c'est pas tellement honnête. Si tu veux aller sur supercraquette.com, bah t'as qu'à payer. Ah, cette Pincette, complètement dépravée et malhonnête en plus, on aura tout. Que le grand démon Coax vous fasse de bon retard, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.